Mais on va démarrer évidemment sur cette première partie de l'émission. On va parler de cette première phase de match. Tout le monde a joué. On a vu les grands favoris à l'œuvre. On a vu l'équipe de France, on a vu l'Espagne, on a vu le Portugal, on a vu tout le monde. On a même vu le Brésil, même si tant est que c'est plus vraiment un favori, mais on va quand même en parler. Et on va se poser la question. Je vais te la poser d'abord. Arthur, pour toi, qui a fait la meilleure impression après cette petite semaine de compétition ? Alors, je veux pas être dans la culture de l'instant, mais force est de constater que pour moi, c'est l'Angleterre. C'est l'Angleterre. Alors, j'ai beaucoup aimé les Bleus aussi, mais on parlera des Bleus un peu après. Pour moi, c'est l'Angleterre parce que, alors, il y a déjà un centre névralgique dans cette équipe autour des milieux. Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham qui a l'air d'être en mission et fait un énorme match hier soir contre les Croates. Harry Kane, évidemment. Donc, il y a ce quatuor qui m'a beaucoup plu. Il y a un coach sur le banc, Thomas Tuchel, qui sait ce que c'est de gagner, qui sait ce que c'est de gagner dans des grandes compétitions, sur des périodes un petit peu courtes comme ça, qui a fait des choix forts aussi dans sa liste, de laisser Foden, Alexander-Arnold, Cole Palmer sur le côté. Et dans ce que j'ai vu, le rapport entre la qualité affichée et la qualité de l'opposition, parce que la Croatie a quand même fait une belle prestation, c'est ce qui m'a le plus convaincu, avec une mention particulière aussi pour les coups de pied arrêtés de l'Angleterre. Chaque corner anglais hier soir a apporté énormément de danger. Forcément, ça fait un peu penser à Arsenal qui en avait fait une grosse arme cette saison. Donc pour tous ces éléments réunis, j'ai envie de faire très très attention à cette équipe d'Angleterre. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. L'Angleterre, déjà, le match était formidable. Hier soir, c'était un des meilleurs matchs de cette première phase. Face à la Croatie de surcroît, c'est un remake de la demi-finale de 2018. Et la Croatie, ça reste un client, même si c'est une équipe un peu vieillissante. Moi, ce que j'aime, et on parlera tout à l'heure du Portugal, justement, ce que j'aime avec l'Angleterre, c'est que Thomas Tuchel, c'est un homme qui a fait des choix. Ouais. C'est-à-dire que cette équipe a du caractère. Thomas Tuchel, on l'a connu au PSG, c'est un entraîneur et désormais un sélectionneur qui dit les choses, qui n'a pas de problème à se faire des ennemis, qui sait élever la voix. Je veux dire qu'il est très allemand dans sa façon d'être et il a importé un peu ça en Angleterre et finalement, comme tu l'as dit, Cole Palmer de côté, Phil Foden, en fait lui il n'a pas empilé les joueurs. Il a dit on va pas prendre 5 numéros 10, ça ne sert à rien, je vais pas les faire jouer, donc je vais suivre mon idée. Il a remis Jude Bellingham au moins sur le premier match dans le droit chemin et on a une équipe qui est très très attrayante et je trouve vraiment encore une fois elle a du caractère et ça c'est important pour aller loin et je pense qu'il est en train de réussir quelque chose de très intéressant, notamment on prend le premier quart d'heure de la deuxième période, alors Livakovic qui fait des arrêts dans tous les sens, mais cette équipe qui va tout droit, qui ose, qui met de l'intensité. Vraiment, je garde une très bonne première impression de cette équipe. Ça me permet juste d'insister avant qu'on demande peut-être à Martin, mais sur Jude Bellingham, parce qu'on sait que ça a été une saison difficile pour lui. Il y a eu 2 blessures. Le début de mandat de Tuchel, ça n'a pas été une folle histoire d'amour non plus avec Bellingham. Il y a eu des déclats un peu forts. Il l'a secoué un peu, son Jude Bellingham, au point que la presse anglaise se demandait presque si ce ne serait pas Morgan Rogers qui allait commencer la compétition à sa place. Mais le Bellingham qu'on a vu hier soir, c'est le Bellingham qu'on adore parce que c'est celui qui met des buts, qui est là dans la zone de vérité, mais c'est surtout celui qui harangue ses partenaires, qui tacle, qui se bat sur tous les ballons. C'est vraiment le Bellingham qu'on adore. Et avec ce joueur-là, je pense que l'Angleterre prend une toute autre dimension. Et il est quand même, je ne sais plus si c'est ça, je crois que c'est sa 3e grande compétition déjà. Je crois même, alors je ne suis pas sûr, je crois que c'est la 4e. Voilà la 4e. Donc c'est dire l'expérience qu'il a et il est souvent quand même très convaincant dans ces grands moments. Martin. Oui, moi je ne vais pas vous mentir, je vais vous raconter la vérité. Je n'ai pas vu tout le match. Donc c'est très difficile pour moi d'établir une hiérarchie, mais sur ce que j'ai vu un petit peu d'Angleterre, beaucoup d'Espagne, un petit peu de Brésil-Maroc, évidemment toute l'équipe de France, mais j'ai pas tout vu. Moi, sur ce que j'ai vu, ce qui m'a interpellé, c'est les 25 premières minutes du Maroc face au Brésil. Je ne sais pas si on peut considérer le Maroc comme un favori, mais en tout cas, la façon dont ils ont imposé leur jeu aux Brésiliens, j'ai trouvé que le Maroc fonctionnait comme une grande équipe. Ça m'a plu et je ne sais pas si c'est ceux qui m'ont fait la plus forte impression parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai pas vu tout le monde. Mais voilà, ça c'est une première chose sur laquelle j'aimerais insister. La seconde chose, tu parlais Arthur de l'Angleterre qui a trouvé son centre névralgique. Je te fais confiance à 800%. L'équipe de France aussi, me semble-t-il, sur la seconde période face au Sénégal. Donc si on doit établir aujourd'hui, moi je ne peux pas établir une hiérarchie, mais sur ce que j'ai vu,
Je pense que la France a peut-être trouvé son identité en seconde période face au Sénégal. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur avec ces équipes, ces grands favoris, c'est de trouver comment on va évoluer dans cette compétition, parce qu'on évolue dans une compétition complètement différemment que lors des qualifications ou voilà, lors de chaque autre match. Donc l'Angleterre et la France, de ce point de vue-là, pour moi, ont marqué des points par rapport aux autres. Et j'ai vu aussi Argentine-Algérie, Ouais. et je mettrais peut-être pas l'Argentine dans cette catégorie-là, pour la simple et bonne raison que l'Algérie m'a semblé peut-être un peu trop tendre. Elle s'est un peu trop laissée marcher dessus, ce qui n'a été le cas ni du Sénégal, ni de la Croatie, si j'en crois ce que je lis, parce que, encore une fois, je vais être honnête, j'ai pas vu suffisamment de ce match-là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Pour le coup, moi je trouve qu'on n'en fait justement pas assez sur l'Argentine, dans le sens où c'est une équipe qu'on n'a quasiment pas évoquée à chaque fois qu'on a parlé des favoris, avant la compète, depuis le début de la compète. Je suis complètement d'accord qu'il faut relativiser l'opposition Oui. à laquelle ils ont fait face. Par contre, il y a quand même tous les atouts de l'équipe de Vieux Briscard. C'est quasiment la même qu'il y a 4 ans. Messi met encore des triplés. Au milieu, c'est beaucoup de joueurs très techniques. De Paul, McAllister, ça tient le ballon. Enzo Fernandez. Il y avait aussi Thiago Almada. Il y avait beaucoup de milieux de terrain dans cette équipe. Beaucoup de joueurs qui savent tenir le ballon, faire des fautes, presser. Ça va être une équipe très, très enquiquinante à jouer, je pense, cette Argentine. Ouais, et je suis pas sûr qu'ils réussissent à garder leur titre parce que c'est très compliqué. C'est plus arrivé depuis 58-62 avec le Brésil. Mais c'est une équipe qui est chiante et qui peut aller loin. Ouais. Parce qu'elle a la recette. C'est-à-dire que la recette n'a pas changé. Et ça, c'est assez rare d'une Coupe du Monde à une autre d'avoir un équilibre qui ressemble à ça, qui est rendu possible par Lionel Messi, par ce qu'il est capable de faire. Donc je pense que ça va être un morceau un peu chiant à jouer. Et moi, pareil, je ne les mettrai pas exactement au même niveau, par exemple, que l'Angleterre, du fait de l'opposition. Mais je pense qu'en effet, que ça peut être très chiant. Il y a l'Espagne. Alors non, il y a un truc très marrant, c'est fou, parce qu'on a vu les résultats des favoris. Martin a parlé du Maroc. Et si on m'avait dit, ne serait-ce qu'il y a 10 ans, un jour, qu'on dirait que le Maroc fait partie des favoris, après avoir joué contre le Brésil, c'est hallucinant ce qui a été réussi par le football marocain dans l'intervalle. Ouais. Moi, je voudrais parler de l'Espagne. L'Espagne qui a fait 0-0 face au Cap-Vert, c'est une des grosses surprises de cette première journée. Mais moi, je ne suis pas inquiet pour l'Espagne. Parce qu'en fait, ce qu'on a vu face au Cap-Vert, déjà, Yamal n'était pas là. Donc déjà, ça joue quand même sur la force de percussion quand on joue face à une équipe comme ça, qui est sur le reculoir, qui n'a pas grand-chose à apporter. En fait, je ne suis pas inquiet parce que je pense que, pour l'instant, je parle d'accident. C'est le genre de choses qui peuvent arriver à ce type d'équipe. Oui. C'est vrai que de temps en temps, c'est des équipes qui ronronnent, qui vont faire tourner le ballon et sur lesquelles ça ne va pas passer. Il faut... Ah oui, voilà, oui. Commentaire de Lodi Gier qui dit qu'il ne faut pas oublier qu'il vaut mieux démarrer la Coupe du Monde doucement et terminer très fort. Oui, tout à fait. Et évidemment que l'Argentine avait perdu face à l'Arabie Saoudite. Et d'ailleurs, puisque je parle de l'Espagne a perdu face à la Suisse en 2010. Et il y a ce côté un peu parfois caricatural de ces équipes qui ont le ballon, qui savent... généralement quoi en faire, mais de temps en temps, voilà, c'est stérile. Et je pense qu'on a eu ça. Moi, j'ai hâte de revoir l'Espagne dans sa configuration classique pour voir ce qu'elle peut donner. Mais moi, pour le coup, c'est pas une équipe qui m'inquiète malgré la contre-performance de la première journée. Ouais, moi non plus, parce que j'ajoute juste un truc. C'est que l'Espagne a perdu face à la Suisse, l'Argentine a perdu face à l'Arabie Saoudite, et la France avait été nulle contre l'Australie, même s'ils gagnent, ils avaient été nuls en 2018. Donc la vérité du premier match, ça reste quand même quelque chose d'extrêmement fragile qu'il faut relativiser quand même. Voilà, donc c'est juste ce que je voulais ajouter, Arthur. Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, pas de souci, mais c'est vrai que je ne suis pas non plus très inquiet parce que j'attends de voir le premier match déjà complet de cette équipe avec Lamine Yamal. On rappelle aussi qu'il gagne l'Euro avec Nico Williams de l'autre côté, avec un jeu beaucoup plus vertical, etc. Nico Williams, je crois qu'il a vécu une saison un peu difficile, donc à voir si lui, il arrive à se remettre dedans aussi physiquement, s'il joue un peu plus. Bref, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent changer dans cette équipe d'Espagne. Et pour rebondir sur les commentaires, là je vois celui sur l'Allemagne. Effectivement, on parle peu de l'Allemagne aussi parce que c'est une équipe en reconstruction et c'est une équipe dont il faut relativiser évidemment l'opposition sur ce premier match face au Curaçao, qui en plus se fait quand même égaliser. Et il y a ce côté, à un moment où presque la pause fraîcheur tombe bien pour les Allemands, parce qu'ils n'étaient pas très très bien dans ce match à ce moment-là. Donc l'Allemagne, pareil, ça fait partie de ces équipes. Évidemment, on n'a qu'un match de référence pour l'instant, donc il faut attendre un peu avant de voir. Ouais, et puis l'Allemagne, alors pour le coup, moi je suis bien passé pour en parler, parce que tous les 4 ans, je les vois gagner la Coupe du Monde, mais vu ce qui s'est passé lors des 2 dernières Coupes du Monde, ça a un peu rabaissé l'ambition qu'on a pour cette équipe. Après, voilà, c'était Curaçao, ça fait 7-1. Au moins, ils ont fait le job. Ouais. Ça ressemble un peu à ce qu'a fait l'Allemagne en 2002 face à l'Arabie Saoudite. Ça fait 8-0. On n'en attendait pas forcément beaucoup à l'époque de cette équipe d'Allemagne. Elle est bien démarrée parce que c'est vrai, ce qu'on disait dans les commentaires, vaut mieux bien finir. Mais ça, c'est vrai surtout, je trouve, pour les très, très grosses équipes favorites.
parce qu'elle ronronne, et c'est pas grave. Mais une équipe qui n'est pas forcément favorite, qui est un peu outsider, qui arrive comme ça et qui se lance bien, des fois, ça crée quand même une dynamique et c'est jamais à négliger. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que l'Allemagne, là, serait très compliqué de les mettre dans le peloton des 5-6 favoris à la victoire finale. Bon, on avait quand même vendu à tout le monde aussi Bah un oui. sujet Portugal et un sujet autour de Cristiano Ronaldo. Il faudrait peut-être qu'on en parle de ce Ouais. match du Portugal. Alors, pas le match nul qu'a fait l'Espagne, mais quelque chose quand même d'assez similaire. Alors, il y a un but, effectivement, de João Neves, encore une fois. Ouais, la tête. Mais j'ai vu un Portugal quand même très peu inspiré. Alors, je crois que Vitinha, il a fait un record de passes dans Ouais. l'histoire de la Coupe du Monde depuis qu'Opta analyse la Coupe du Super, on est bien les content. analyses. Mais une fois qu'on a dit ça, je crois qu'on a un peu raconté le match. Je crois aussi que le Congo a eu des occasions pour presque aller gagner ce match-là. Ouais. Donc le Portugal, moi par exemple, m'a beaucoup plus inquiété que l'Espagne. Ouais, moi je pense tout simplement que le Portugal est prisonnier de Ronaldo et de Roberto Martinez, tout simplement. On est dans une situation à qui perd pour moi. Ronaldo est toujours l'avancante de cette équipe. Ronaldo est une légende du football. Ronaldo a 5 ballons d'or, mais Ronaldo n'avance plus aussi vite qu'avant, alors qu'il y a autour de lui une équipe qui est assez fantastique. Et c'est vrai que le parallèle qu'on a vu avec Messi est dur pour lui. Après, il a 2 ans de plus, et 2 ans de plus, je veux dire, à cet âge-là, ça compte. À 41 ans, vous n'avancez pas aussi vite que vous le faisiez même à 37, à 38. Voilà. Le problème, c'est que, moi j'entends, oui, mais si Ronaldo n'est pas sur le terrain, on met qui ? Bah, je vais dire Gonzalo Ramos. Oui, mais Gonzalo Ramos n'est pas bon avec le PSG, il est remplaçant, etc. Et oui, mais le Portugal a eu combien d'années pour se rendre compte de ça ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan B. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer avec un faux numéro 9, on ne peut pas imaginer autre chose. Qu'a fait Roberto Martinez pendant les 2 ans qu'on amené à cette Coupe du Monde ? France-Portugal à l'Euro, Ronaldo est un poids mort dans cette équipe pendant 120 minutes. Comment ça se fait que le Portugal en est toujours là ? C'est simple, parce que personne n'est capable de prendre une décision. Ronaldo, je pense, a toujours envie de jouer, et vu que personne n'est capable de dire quoi que ce soit, que Roberto Martinez, encore une fois, après le match, il dit ça n'a rien à voir avec lui, c'est le meilleur buteur de notre histoire. Oui, c'est le meilleur buteur de votre histoire, mais Michel Platini est aussi le meilleur tireur de coup franc de l'équipe de France, et c'est pas pour ça qu'on fait appel à Michel Platini. À un moment, je pense que le Portugal, aujourd'hui, souffre de ne pas avoir su tourner la page, ou peut-être, sans avoir tourné la page, avoir dit à Ronaldo, écoute, tu vas jouer un autre rôle. J'y ai cru pendant la Coupe du Monde 2022, parce que souvenez-vous, il sort du 11 contre la Suisse, il n'est pas dans le 11 du quart de finale face au Maroc. On se dit, bon, peut-être que là, il y a autre chose qui se dessine. Non, on en est toujours, au fond, au même point. Et je pense que ce qu'a fait Roberto Martinez, il y a pour moi un manque de courage. C'est-à-dire que, hormis s'il est vraiment convaincu que c'est la meilleure solution pour le Portugal, moi, je ne crois pas, mais encore une fois, on ne va pas tout mettre sur le dos de Ronaldo, mais je pense qu'il y a un problème de management dans cette équipe. Ouais, mais il y a aussi un problème, en fait, c'est un problème de notre époque, Maxime, c'est qu'aujourd'hui, Oui. tu dois gérer des stars qui dépassent, j'allais dire, le sélectionneur, évidemment, mais qui dépassent même quasiment la sélection. Ronaldo est plus connu que la sélection portugaise. Et Ancelotti, il a un peu le même problème avec Neymar. On en avait parlé sur le plateau à l'époque. Pourquoi Ancelotti amène Neymar, en fait ? C'est un nid à problème. Tu vois, toute l'actualité de la sélection brésilienne aujourd'hui, ça tourne autour des problèmes de santé de Neymar. On en est à dire, est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il va pas jouer ? Tu peux pas me dire que ça pollue pas non plus ta préparation de match et même ton match lui-même, parce que c'est une équipe qui derrière va manquer de sérénité. Ronaldo, lui, c'est caricatural parce que tu le fous en plus en pointe, tu le mets titulaire, donc c'est encore plus impactant. Mais c'est ces sélectionneurs qui n'arrivent pas à couper avec les idoles nationaux. Et, pardon de revenir à l'équipe de France, mais c'est le sujet que je traite. Alors, c'est nettement moins frappant, et peut-être que le sujet se pose pas exactement dans les mêmes termes. Mais Didier Deschamps, à la mi-temps, il met Ousmane Dembélé à droite, le ballon d'or. Alors, il le sort pas de l'équipe. Mais je veux dire, il lui enlève une partie des responsabilités et du rôle que Ousmane Dembélé veut tenir. Donc c'est ça que doit faire Roberto Martinez, pour moi, à mon sens, ou Carlo Ancelotti, c'est qu'ils doivent aussi se libérer de l'aura, de tout ce qui fait que Ronaldo peut être nuisible ou Neymar peut être nuisible à sa sélection. Deschamps l'a fait avec Ousmane Dembélé, dans des proportions qui sont évidemment différentes, c'est des cas qui n'ont rien à voir, mais malgré tout, il a réussi ça sera l'objet du deuxième sujet sans doute, mais il a réussi à se soustraire à ça. Je veux quand même souligner que la grosse différence entre Ancelotti, Neymar
et Roberto Martinez-Ronaldo, c'est que je pense que Roberto Martinez, c'est la dernière personne au Portugal qui pense qu'il est encore bon de faire jouer Cristiano Ronaldo titulaire. C'est-à-dire que vous prenez la presse portugaise ce matin, là où toute la presse il brésilienne l'assassine. réclamait Neymar Il l'assassine. à la Coupe du Monde, là, toute la presse portugaise dit mais qu'est-ce qu'il fait encore titulaire? Moi, même dans mon entourage, tous mes amis supporters de la sélection portugaise qui adulaient Cristiano Ronaldo il y a encore des années me disent mais on n'en peut plus. Je veux dire, aujourd'hui, il y a certainement que Roberto Martinez qui pense encore que c'est une bonne idée et ça déclate après match. Ça n'a aucun sens de laisser sur le banc le meilleur buteur du football mondial dans un match où on a besoin de but. À ce compte-là, fais-le jouer à 60 ans puis tu auras toujours le même argument. Enfin, ça n'a aucun sens. Mais Arthur, tu es d'accord quand même pour dire que dans l'avant-Coupe du Monde, Ronaldo marquait des buts quand même au Portugal. Ça, c'était pas non plus une caricature. C'est ce qui peut expliquer aussi quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc. Roberto Martinez, il voit les matchs comme on les voit nous. Moi, je veux pas le défendre. Je suis pas là pour le défendre, mais simplement juste pour nuancer en disant qu'il marquait beaucoup ces derniers temps avec le Portugal sur effectivement peut-être des oppositions qui étaient pas celles qu'il aura à la Coupe du Monde. Mais effectivement, je m'étais noté ça. Il y a 3 buts pendant le Final Four de Ligue des Nations. Il y a 5 buts en 5 matchs de qualif Coupe du Monde. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est vrai qu'il marque des buts. Mais le débat, c'est surtout effectivement qui pour mettre à sa place. Alors, j'en parlais avec Julien Pereira, qui vous allez voir aussi dans les émissions, qui est un peu notre spécialiste foot portugais, qui connaît très bien évidemment l'environnement de cette sélection et qui lui me disait ma frustration, c'est que Gonzalo Guedes, par exemple, qui a priori a été pris dans cette liste pour être un plan B, n'est pas utilisé, donc Roberto Martinez n'ose pas pour l'instant. Et surtout, il y a quelque chose moi qui me dérange un petit peu, c'est qu'on commence à avoir des rumeurs sur via des médias quand même plutôt sérieux, de Roberto Martinez qui est en discussion avec Al Nasser pour la saison prochaine. Là, on est quand même au bord d'un conflit d'intérêts XXL. Donc, vous voyez un peu l'environnement. Je n'ose y croire. Je n'ose y croire. On vous a posé la question. Là, pardon, mais ces trucs-là, si c'est véridique, ça sent le mondial qui part en cacahuète pour le Portugal. Parce que si ton sélectionneur commence à être d'accord avec un club, c'est les pires trucs qui sortent pendant la compète et qui peuvent te flinguer un groupe et te flinguer une compète. C'est un truc qu'un homme comme Didier Deschamps n'aurait jamais fait. C'est-à-dire, ça s'appelle la privatisation de l'espace d'équipe nationale et de l'espace national. Une équipe qui appartient à tout le monde. Et ce serait assez fou. Et surtout, en fait, en plus, Roberto Martinez, de croire qu'il a raison de faire ça, c'est se mettre le doigt dans l'œil. Je veux dire, les grands sélectionneurs... Alors, je vais me faire un peu d'autopromo, parce que le sujet... J'ai écrit un papier pour demain sur le piège de garder les légendes comme ça. Aragonès a dégagé Raoul. L'Espagne n'a jamais été aussi forte. Mondial 2002, Baggio est dégagé par Trapattoni. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça va marcher quand on a Jacquet, mais à un moment, il faut prendre des décisions. C'est pour ça qu'il est payé, Roberto Martinez. Sinon, autant me mettre moi. Si c'est pour dire il faut prendre Ronaldo, sinon je vais prendre la liste des meilleurs joueurs portugais d'histoire, Paulo Freire, tout ce que vous voulez, je vais prendre tous ces mecs-là, et ça marchera. En fait, c'est ça, c'est que, en fait, en pensant faire le bien, il se fourre le doigt dans l'œil. Et alors, les buts, ok. Les buts avec Al Nasser, très bien. Les buts Ligue des Nations. Alors, les buts éliminatoires, ça, pour moi, ça compte pas. Je divise par deux. Parce que ça va. Et puis, parce qu'à l'inverse, on pourrait raconter que le Portugal, c'était le cas, que je sais plus, c'est le Kazakhstan, ils mettent 9-0 dans ce match, où ils font un match démentiel. Alors, évidemment, c'est une petite opposition, mais n'empêche qu'il y a une libération. Et surtout, ce débat de Ronaldo qui vampirise tout, on l'a depuis des années et des années. Ah oui. Et moi, ce que je retiens, c'est juste 2022, il sort de l'équipe. Et 2024, il est dans l'équipe et il n'avance plus. Encore une fois, ça ne peut pas aller en s'améliorant. C'est sûr que... Et d'ailleurs, j'étais étonné parce que Thierry Henry sur Fox News a d'ailleurs parlé aussi de Ronaldo. Et il explique un moment, sur une des actions qu'il rate, en fait, il dit il veut tellement marquer. En fait, il veut marquer, c'est pas tant son équipe qui veut qu'il marque. Et il dit comme ça, c'est pas toi de marquer, c'est à ton équipe de marquer. Donc en fait, voilà, on mélange un peu tout et on ne leur fera pas. Et le problème, c'est que maintenant, je pense que voilà... on s'approche vraiment de la fin. C'est vrai qu'il y a une situation où le ballon peut revenir sur Bruno Fernandes en retrait, c'est lui qui lui prend le ballon et qui frappe, c'est un peu frustrant. 25 ballons touchés pour Ronaldo hier. Après, c'est vrai que c'est le débat qui fait la une des journaux, etc. Mais j'ai l'impression que si on se penche vraiment sur les vrais enjeux autour de cette équipe, et encore une fois, je vais citer notre collègue Julien Pereira, il y a presque plus un problème Bernardo Silva que Cristiano Ronaldo, parce qu'il y a beaucoup de débats aussi, et ça rejoint un commentaire qu'on a lu sur le fait que Bernardo Silva qui ne percute pas sur l'aile. Je voyais quelqu'un qui parlait de Bruno Fernandes aussi, qui a visiblement pas les mêmes standards sur ce début de compétition qu'avec Manchester United. Mais Bernardo Silva, c'est un gros souci. Je ne pense pas qu'il ait encore les aptitudes pour être titulaire sur un côté dans une équipe. Dans l'axe, pas de problème, mais il y a quand même d'autres dysfonctionnements dans cette équipe qu'il ne faut pas oublier. Et on nous parle de Neymar aussi, qui ne jouera pas contre Haïti. Et j'en parle dans le papier, donc ça tombe bien.
bien, ouais, on va pas. Mais non, mais c'est en fait cette espèce de piège en fait de garder les joueurs parce qu'ils ont été. Alors le contre-exemple, c'est Lionel Messi qui lui joue en MLS. On pourrait se dire. Il a baissé d'un cran, ça va pas le faire. Bah, résultat, il met son triplé. Alors, il n'y a pas de vérité, mais à un moment, Ronaldo, c'est pas la première compétition, c'est ça. Ce serait la première, on dirait, bah, c'est peut-être son crépuscule. Le problème, c'est que le crépuscule, il est là depuis 2022. Donc le souci, c'est que ça s'accroche toujours. Et comme lui, il n'a pas envie, tant qu'il ne décidera pas et qu'il y aura un sélectionneur comme ça qui déjà, on en parlera avec la Belgique, ça s'est pas bien terminé, et qui avait aussi, je trouve, tendance en fait, à toujours prendre les mêmes. À un moment, un sélectionneur, c'est choisir. Ouais. Et choisir, c'est renoncer. En l'occurrence, Martinez n'a pas envie de renoncer. C'est bien dommage pour le Portugal. Cela dit, il arrivera peut-être sur le banc, mais bon. On a le même problème avec la Stream Team, Maxime. Tu vois, toi, tu restes parce que Cyril est nostalgique de toi, mais au fond, on sait qu'il faudrait couper depuis quand même un certain nombre d'années. Et tu vois, il y a Julien Pereira qui attend derrière, tu as des mecs qui attendent, et on garde Maxime parce que voilà, c'est la légende. Mais à un moment, là, il faut couper. Hein. On va faire un sondage. On n'a jamais autant parlé de Julien Pereira qu'aujourd'hui. C'est vrai. Non, mais après, moi, j'aime pas m'approprier les arguments des autres. Là, je suis allé le voir avant l'émission, je lui ai dit, écoute, qui tu mettrais à la place de Ronaldo? Il me dit, je suis frustré de ne pas avoir Guedes. Et il me dit, mais à mon humble avis, c'est plus un problème Bernardo Silva pour le moment qu'un problème Ronaldo. Donc, et la différence près, c'est que moi, je saurais partir au moment opportun. Ah bah non, sinon tu te serais déjà barré depuis 5 ans. Je pense qu'on a fait le tour sur les favoris. A priori, on va parler un peu de l'équipe de France. Alors, je vais quand même regarder s'il y a des commentaires sur Ronaldo, parce que c'était le sujet qui énervait tout le monde. Il y en avait beaucoup avant l'émission. Oui, Nira qui dit c'est assez fou parce que derrière Ronaldo, il y a énormément de qualité dans cette équipe. Super gardien, défense solide. Mais oui, on est tous d'accord pour dire. Le milieu de terrain. Voilà, non, mais le milieu de terrain, mettez ce milieu de terrain en équipe de France. Je peux dire que là, on jouerait peut-être à 3 milieu de terrain. Mais si un jeu par nature bien moins physique que. Mais alors, Nira, tu as raison. C'est vrai que si, il a passé son match à marcher. Mais n'empêche, je suis complètement d'accord avec ça. N'empêche que ce qu'on l'a vu faire, c'était du Messi vintage. C'est-à-dire, même si c'est moins physique, etc., il arrive quand même à garder ce niveau-là. Mais d'un autre côté, il faut le redire, il a 2 ans de moins que Ronaldo. Et encore une fois, ça décline, mais ça compte d'avoir ces 2 ans de moins. Et c'est vrai que son match contre l'Algérie, voilà, c'est du vintage. C'est-à-dire ses accélérations, ses frappes, son sens du but, c'est formidable. Mais peut-être que dans 2 ans, il veut faire une Copa América. Ce sera la Copa América de trop. On dira pareil que Ronaldo.